Bienvenue dans le débat consacré à l'Iran après la mort d'Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. Les secours iraniens ont récupéré les corps du président et des autres passagers, dont le ministre des Affaires étrangères iranien et le gouverneur de la région de l'Azerbaïdjan oriental. Les dépouilles ont été rapatriées ce matin. L'Iran a décrété 5 jours de deuil national. Les réactions internationales se sont multipliées. L'Union européenne, la France ont présenté leurs condoléances, ainsi que les États-Unis. Ebrahim Raïssi rentrait à Téhéran en hélicoptère après avoir rencontré dimanche matin son homologue, le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à l'occasion de l'inauguration d'un barrage. Ebrahim Raïssi était un religieux ultra-conservateur, l'un des favoris pour succéder au guide suprême Ali Khamenei, celui qui détient les rênes du pays. Le décès du président iranien survient en pleine tension dans la région avec la guerre Israël-Hamas et le blocage de la mer Rouge par les Houthis. Alors on va revenir sur les circonstances de sa mort, sur l'accident d'hélicoptère et sur les relations de l'Iran et de l'Azerbaïdjan. Qui lui succédera en Iran? Quels seront les changements politiques en plein conflit avec Israël et avec les États-Unis? Quel sera l'impact de son décès? Et puis du côté de la société civile iranienne, cette plongée dans l'inconnu aura-t-elle des conséquences? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé également à l'IRIS, auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique. Et c'est aux éditions de l'Harmattan. Bienvenue. En face de vous, Azadeh Kian, bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'Université de Paris-Cité. Votre dernier livre en anglais, Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran. Merci d'être avec nous. Sophia Amara est avec nous, bonsoir. Grand reporter, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Dernière réalisation, Hamas, la fabrique d'un monstre. Et ça, c'est sur Arte. On peut retrouver bien sûr sur arte.fr. Merci d'être là. En face de vous, Michel Duclos, bonsoir. Diplomate, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Diplomatie française, c'est votre tout dernier ouvrage et c'est aux éditions Alpha. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en images avec Maryse Burgot. Ce sont les dépouilles des 9 passagers de l'hélicoptère. Parmi ces corps, celui du président Ebrahim Raïssi. Sur les lieux du crash, dans cette zone escarpée et boisée, un journaliste iranien commente. Cet accident s'est produit à cause du brouillard épais qu'il y avait dans la région et des fortes pluies dans cette jungle où je me trouve. Le président élu depuis 3 ans rentrait en hélicoptère après l'inauguration d'un barrage. 5 jours de deuil national viennent d'être décrétés par le guide suprême, c'est-à-dire l'ayatollah Khamenei. C'est en fait le vrai détenteur du pouvoir en Iran. Le président décédé n'était qu'une sorte de premier ministre, un exécutant. L'ayatollah déclare d'ailleurs ce matin que la continuité sera assurée. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de perturbation dans le travail du pays. Cet inconnu de 68 ans va assumer les fonctions de président par intérim. Avant la présidentielle, elle se tiendra dans 50 jours. Dans les rues de Téhéran ce matin, face aux caméras, les Iraniens ne se risquent pas à dénigrer le président décédé et ultra-conservateur. Notre président était un très bon leader, que Dieu le bénisse. Mais hier soir, des feux d'artifice ont célébré l'accident d'hélicoptère. Un opposant au régime ose nous parler, mais à visage caché. Notre jeune génération est contente qu'il soit mort. Ça nous fait bien rire. Et on le dit sur les réseaux sociaux comme Twitter. Ebrahim Raïssi était en fait impopulaire. Il a systématiquement réprimé toute opposition. On va revenir sur la personnalité d'Ebrahim Raïssi. Mais tout d'abord, David Rigoulet-Rose, pour revenir sur les circonstances de cet accident. D'abord, il s'agit bien d'un accident d'hélicoptère. C'était un hélicoptère américain des années 50. Oui, c'est un vieil aéronef, Bell 212. Effectivement, il y avait 3 appareils, en fait, et effectivement, qui rentraient sur Tabriz après l'inauguration du barrage que vous évoquez à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et manifestement, la météo était mauvaise, a été objectivement mauvaise. Alors après, effectivement, il y a, semble-t-il, un accident. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, puisqu'il y a une enquête qui va être diligentée par le chef d'état-major des armées.
Et puis, on peut penser que, évidemment, le fait que ça soit un vieil appareil ait pu jouer. C'est pas le premier accident aérien en Iran, hélas. Il y en a régulièrement. Ça tient au fait qu'il y a un manque de pièces détachées récurrent. Et donc, il y a une cannibalisation entre les appareils. Donc, ça pourrait éventuellement expliquer, mais de toute façon, pour l'instant, on ne peut pas présumer de ce qui s'est exactement passé. Il y avait tout de même des théories un peu complotistes. Et d'ailleurs, j'ai même une question d'un internaute qui demande est-ce qu'il y a un complot derrière l'accident d'avion de Raïssi? Parce que ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ce week-end. Oui, tout à fait. Au début, par exemple, on disait que c'est l'œuvre de Mossad, puisque les Israéliens sont très proches de la République d'Azerbaïdjan, ils ont leur base, etc. Et donc, ça peut être de leur part. Après, ça a été dit que ça pouvait être lié aux problèmes internes au régime. Je ne le pense pas, sincèrement, parce que M. Raïssi, comme on l'a vu dans le reportage, n'était pas le premier personnage du régime, que de toute façon, le président de la République, c'est le chef de gouvernement. M. Raïssi ne faisait que exécuter les ordres du guide. Donc, je ne vois pas qui avait nécessairement intérêt à le faire disparaître. Monsieur Abdellahian, le ministre des Affaires étrangères qui l'accompagnait aussi, c'est quelqu'un qui était très proche des pastarans, des gardiens de la Révolution. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agissait non plus d'un complot interne des gardiens. Absolument. Bon, après, la question se pose de savoir pourquoi et qui a autorisé le vol de cet hélicoptère malgré les conditions météorologiques très, très mauvaises, visiblement. Ça sera l'enquête qu'il faudra attendre, Sophie Amara. Cette alliance stratégique tout de même entre Bakou et Israël qui a évidemment entraîné, alimenté toutes ces rumeurs parce que présence du Mossad, parce que effectivement l'Azerbaïdjan est un allié d'Israël, reçoit des armes israéliennes. En fait, tout est venu de là et c'est vrai qu'on était peut-être surpris d'une visite, enfin en tout cas de les voir ensemble, Aliyev et Raïssi. Oui, tout à fait. Et puis ce genre d'amitié, évidemment, a alimenté toutes les petites théories du complot qui ont fusé dès 5h10 du matin lorsque l'info est tombée de la chaîne iranienne pour dire « on a retrouvé le corps, il est mort ». Eh bien, il n'y a pas seulement l'amitié entre Bakou et Tel Aviv. Il y a également le fait qu'Israël... Et certains ont même fait de l'humour en disant c'est un agent israélien qui s'appelle Eli Copter. Tout ça, c'était sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, c'était sur les réseaux, donc ça, c'est pas de l'info. Mais toujours est-il que ce qui alimente aussi ces théories, c'est le fait que, et ça c'est indéniable du point de vue géopolitique, c'est que Israël aurait peut-être voulu riposter, mais de manière indirecte, pour cesser le cycle de la violence, pour l'arrêter là, à l'attaque qu'elle a subie, en tout cas de la part des Iraniens sur le ciel de Tel Aviv. Mais tout ça, à mon avis, ça ne tient pas. Il apparaîtrait que, et même les Iraniens en ont parlé sur place, ce sont les conditions météorologiques. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ce pilote a-t-il accepté de transporter le président dans ces conditions-là? Cela étant dit, les Iraniens ont déjà répondu sur Internet, mais aussi sur certains médias, pour dire en fait, le pilote avait tellement peur du président de la République qu'il a pris l'avion et il a pris le risque, et l'issue en était fatale pour tout le monde. Michel Duclos, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce type d'histoire où finalement la pression de la présence d'un président dans un véhicule comme un hélicoptère ou un avion peut entraîner un tel accident. Parce que pression peut-être sur le pilote, malgré les conditions météorologiques. Enfin bon. Non, je vais vous décevoir, mais je n'ai aucune théorie particulière. Simplement, il y a un précédent quand même, c'est celle du président polonais. Voilà. Qui est mort aussi par temps de brouillard dans une forêt. Mais là, d'après ce qu'on a compris, là, c'est vraiment le pilote qui avait pris la décision. Les autorités n'étaient pas spécialement pour ou contre le vol. C'était une responsabilité personnelle du pilote. Là, ça semble être une situation différente, puisque les deux autres pilotes sont passés. Donc, la question restera ouverte. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que dans la région, évidemment, les explications complotistes sont toujours celles qui sont retenues. Donc, il est très probable que de nombreuses explications vont courir toute la région pendant un certain nombre d'années. Le discours d'Ali Khamenei, on l'a entendu en tout cas...
juste quelques heures d'ailleurs, le guide suprême, avant l'annonce de Raïssi. C'est voulu rassurant, la nation n'a pas besoin d'être inquiète ou anxieuse puisque l'administration du pays ne sera pas du tout perturbée. Voilà ce qu'il a dit Ali Khamenei. David Rigoulet-Rose, est-ce que tout de même la mort de Raïssi, c'est un test pour Khamenei ? C'est quand même pas un événement anodin, parce que ça aussi explique les théories du complot qui ont pu surgir de manière immédiate. Alors je laisse de côté éventuellement l'idée qu'il y aurait eu une main israélienne, parce qu'en réalité, Israël pourrait paradoxalement avoir intérêt à le maintenir au pouvoir dans la mesure où sa gouvernance, son incurie économique alimentait le ressentiment de la population et donc pouvait à terme déstabiliser le régime. En revanche, on ne peut jamais exclure qu'il y ait quand même d'autres choses pour une raison relativement compréhensible dans le fait qu'il était un des candidats potentiels à la succession. À la succession d'Ali Khamenei. Alors, il n'était pas le seul, bien sûr, mais de ce point de vue-là, c'est pas en tant que président que la question est posée. C'est plutôt par sa qualité d'impétrant effectivement à la succession. Et on sait qu'il a fait l'objet de critiques très très marquées au sein même du système iranien, et de la part notamment d'une frange des gardiens de la Révolution qui stigmatisait sa gouvernance, son incurie. Et il y a des tensions sourdes très fortes, pas du tout entre modérés, entre guillemets, et ultra, mais entre les plus radicaux au sein même du régime. C'est ça, en fait, le test pour Khamenei, c'est effectivement cette succession potentielle de Non, moi Raïssi. je pense qu'avant son élection à la présidence, effectivement, son nom circulait comme un successeur potentiel du guide, mais depuis qu'il est président, depuis les 3 dernières années, son incompétence, son illettrisme, son incapacité de gérer le pays, et il a été très contesté, pas seulement par les réformistes, les modérés, etc., par les ultra-conservateurs et par beaucoup d'ayatollahs de Rome qui se posaient la question de savoir qui lui a donné les degrés dont il prétend détenir. Donc, parce qu'il n'a aucune compétence religieuse, il n'a aucune compétence politique. On dit que c'est un ultra-conservateur, enfin que c'était un ultra-conservateur. Oui, ultra-conservateur, mais de là à pouvoir succéder au guide, il faut quand même qu'un certain nombre de religieux donnent leur accord. Et là, il n'avait pas leur accord. À mon avis, il n'était plus... j'allais dire, c'est impossible qu'il ait pu succéder au guide. Donc, je ne le pense pas. Encore une fois, cet accident, effectivement, montre l'état désastreux dans lequel se trouve le pays. Dans son entier, parce que vous voyez bien que l'état de l'économie est désastreux, au plan politique également, etc. Et donc là, ça va ça nous montre l'état de ce pays sous la présidence de Raïssi. Michel Duclos, en tout cas, il va falloir organiser des élections présidentielles dans les 50 prochains jours. Hein. Pour moi, c'est quand même un défi important pour le régime. C'est-à-dire que certes, c'est un peu le paradoxe. C'est pas le président qui exerce le pouvoir. C'est-à-dire les arbitrages ultimes pour les grandes questions sont toujours le fait du guide suprême. Et ceci dit, quand même, c'est le chef de l'exécutif. Donc c'est lui qui fait les nominations, par exemple. C'est pas négligeable. Et puis surtout, il avait été placé là dans des circonstances précises par le guide. À un moment, il avait été battu une première fois, vous savez, dans les présidentielles. Et là, cette fois-ci, il était passé parce qu'il n'avait plus de rivaux. Les réformistes avaient été soit écartés, soit discrédités. Et au sein du clan conservateur et ultra, il avait été sélectionné. On avait mis de côté d'autres qui auraient pu éventuellement être plus populaires. Donc, il était tout de même favori ? Donc, il était quand même choisi pour une mission précise, qui était certainement de maintenir toute la dureté du régime dans des circonstances qui allaient devenir difficiles après la sortie de l'Amérique du JCPOA, donc de l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc la gestion des sanctions américaines. Et par ailleurs, effectivement, avec une option sur la succession du guide, puisque depuis maintenant un certain nombre d'années, ça fait partie des problèmes courants de la politique iranienne. Et donc... Maintenant, organiser des élections, alors qu'on a un peu éliminé tous les autres, ça ne va pas être si évident pour le régime dans les circonstances que vous connaissez, c'est-à-dire après plusieurs mois, plusieurs années maintenant de révolte
une grande partie de la population, situation économique qu'on a déjà évoquée, qui était très dégradée. Les élections précédentes s'étaient caractérisées par un taux d'abstention considérable. 51% et 74% à Téhéran. Cette fois-ci, pour réunir des électeurs, ça ne va pas être si évident pour le régime. Sophia Mara. Oui, un test alors. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est ce que non seulement il a réussi parce que ses adversaires ont été soit écartés, soit mis en résidence surveillée, et parce que le taux d'abstention était extrêmement élevé, surtout dans la capitale. Mais aujourd'hui, il apparaît comme étant évidemment quelqu'un non seulement d'incompétent pour la gestion de ce pays compliqué qu'est l'Iran, mais également du point de vue du clergé. Parce que dans le clergé chiite, on considère qu'il est le moins légitime et qu'il est le moins connaisseur des lois du chiisme musulman, mais chiite. Et pourtant, il avait tout de même ce statut de favori. Oui et non, parce que certains préfèrent. Oui et non, parce que certains étaient plutôt en faveur du fils de l'actuel guide suprême, Mujtaba. N'est-ce pas? Donc là, pour le coup, Et alors que le guide suprême lui-même préférait celui qui vient de mourir, c'est-à-dire Ibrahim Raïssi. Donc c'est très complexe en réalité. On n'est pas à l'abri aujourd'hui de voir finalement le guide suprême opter pour un candidat qui soit peut-être un peu plus modéré, un peu moins ultra-conservateur que ne l'était le président qui vient de mourir. Il faut pas croire... une sacrée conséquence, ça, alors. Il ne faut pas croire que les chances du fils soient automatiquement rehaussées. Tout à fait. Parce qu'au contraire, le fait qu'il n'y ait plus personne en face de lui va susciter probablement il y a plusieurs autres ayatollahs. Oui, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, ceux qui considéraient qu'il n'était pas légitime pour des raisons religieuses et de connaissance de la jurisprudence du chiisme duodécimain, se sont débarrassés de lui. Mais il y en a d'autres. Entre guillemets. Il y en a d'autres, et de toute façon, on a entendu dire que le guide ne souhaitait pas que son fils lui succède. Il l'a dit, mais en même temps, vous savez, au sein même de l'Assemblée des experts qui élit le guide et le destitue, il y a un certain nombre d'ayatollahs très conservateurs qui sont susceptibles d'ailleurs de devenir aussi le prochain guide. Sinon, il y a le conseil. On pense aussi à un conseil qui pourra diriger ou remplacer effectivement le statut du guide. Donc, ce que je sais, c'est que M. Raïssi était hyper contesté, très contesté par des grands ayatollahs et n'aurait jamais pu se succéder au guide de la révolution. Mais des élections, David Rigoulet-Rose, effectivement, dans les conditions dans lesquelles qu'on vient d'exposer ici, 50 jours, c'est ça tout de même, la règle, 50 jours pour élire un nouveau président, alors qui pourrait lui succéder ça serait... Justement, ça va être intéressant de voir qui va être candidat, parce que ça donnera une indication sur l'équilibre des pouvoirs au sein du système iranien. Savoir s'il y a une option plus que vous évoquiez, qui me paraît peu probable, mais moins radicale, dans la mesure où tous les modérés, entre guillemets, voire les conservateurs ont été marginalisés. Parce que là, en réalité, on va dire, le Nizam, il est réduit aux ultras. Donc il y a peu de chances que ça ne soit pas un ultra, dans ce cas. Pardon ? Il y a peu de chances que ça ne soit pas un ultra, du coup. Justement, et d'autant plus qu'il était critiqué par encore plus radical, notamment le parti Païdari, au sein du Majlis, qui critiquait sa gestion à juste titre, son incurie économique, mais qui sont dans une démarche politique qui pose problème, et d'ailleurs qui a été stigmatisée par les conservateurs mis de côté en disant qu'il y avait un vrai danger d'infiltration des institutions par des ultra-radicaux. Donc il y a quand même un grand point d'interrogation, et ces partisans ultra-radicaux sont prêts à faire l'économie finalement du processus électoral. C'est ça qui est nouveau par rapport aux années précédentes. Ils sont prêts à opter pour un hukumat, un gouvernement islamique, et non plus pour défendre le principe fondateur de la République, qui était basé quand même, au début, sur un processus électoral, même truqué. Donc là, on arrive à un moment qui est effectivement extrêmement important, et qui sera déterminant pour la suite. Il pourrait ne pas y avoir d'élection ? Non, moi je pense que l'enjeu est trop peu important pour courir le risque de court-circuiter ce scrutin. C'est mon point de vue. Parce que finalement... C'est difficile. Oui, non, je veux dire, pour un président de la République qui finalement n'est que la voix de son maître, la voix du guide suprême, élire un nouveau président, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le poste de guide suprême. Et là, déjà, en Iran, des sources
considère qu'il n'y a pas une personne qui est capable de remplacer Ali Khamenei, l'actuel, Ali Khamenei. 85 ans, il faut le rappeler. 83, il a un cancer 83. De la prostate. Oui, et il a un cancer de la prostate. Et en fait, que plusieurs personnes constitueraient une sorte de conseil et détiendraient un collège pour représenter le guide suprême, mais ça serait détenu par plusieurs personnes. C'était l'idée de Rafsanjani. Exactement. C'était l'idée de Hashmi Rafsanjani. Et ça n'empêcherait pas les élections? Oui, c'est ça. Moi, je crois aussi qu'il y aura des élections, hein, pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Alors, parmi les candidats dont le nom circule chez les Iraniens, il y a le nom du ministre de l'Intérieur actuel, Ahmad Vahidi, qui a pour particularité d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol, parce qu'il était, dans un passé récent, l'un des membres importants des gardiens de la Révolution, le chef de l'unité d'élite, Al-Qod, et on le soupçonne d'être responsable d'un attentat en Argentine qui a fait rien moins que 80 morts, plus un certain nombre de blessés. Donc c'est un personnage qui, dans la répression, a ses lettres de noblesse, comme c'était le cas. C'était le cas exactement de Raisi. C'est certainement un critère qui compte aux yeux du guide. On va y revenir. Tout d'abord, un point sur les réactions internationales qui se sont multipliées. On va faire un point en images avec Noémie Roche sur ces réactions internationales après donc, le décès d'Ebrahim Raisi. Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента республики Ибрахима Раиси. À la télévision russe, le décès du président iranien et celui du ministre des Affaires étrangères font la une. Dans un communiqué, le président russe a déploré la perte de véritables amis du pays. D'autres alliés ou voisins de l'Iran ont fait part de leurs condoléances. Syrie, Jordanie, Égypte, Liban, où 3 jours de deuil ont été décrétés, ou encore Turquie, qui s'est dite profondément attristée par la mort des 2 dirigeants iraniens. Réaction aussi dans le Golfe, Bahreïn, Qatar et Émirats arabes unis ont exprimé leur solidarité avec le pays. Condoléances aussi venues d'Inde et du Pakistan, qui a décrété une journée de deuil national et mis ses drapeaux en berne. À Vienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique a observé 1 minute de silence alors que l'OTAN a transmis ses condoléances à Téhéran. Important partenaire commercial de l'Iran, la Chine a également réagi. Le président Raisi a apporté d'importantes contributions au maintien de la sécurité et de la stabilité de l'Iran, ainsi qu'à la promotion du développement et de la prospérité du pays. Il a également déployé des efforts pour consolider et développer le partenariat global et les relations stratégiques entre la Chine et l'Iran. Sa mort tragique est une grande perte pour le peuple iranien et le peuple chinois a perdu un bon ami. En Europe, le président du Conseil européen Charles Michel a présenté ses sincères condoléances à l'Iran, tout comme la France. David Rigollet-Rosé, il faut donc ajouter les États-Unis qui ont donc également présenté leurs condoléances. Et puis un mot du chef du Pentagone qui vient de nous parvenir, qu'il ne voit pas d'impact plus large sur la sécurité régionale. Voilà ce que dit le chef du Pentagone. Parce que justement, est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation plus grande dans une région qui connaît déjà la guerre Israël-Hamas, le blocage de la mer Rouge par les Houthis? Oui, mais c'est pas lié. En rentrant dans une période d'inconnu comme celle-là. Oui, en réalité, ce n'est pas tout à fait une période inconnue, puisqu'il y a l'article 131 qui prévoit l'intérim, donc c'est balisé quand même. Je veux dire. D'ailleurs, ça a été souligné par le guide avant même la confirmation de la mort du président Raisi. Mohamed Mokber, oui, c'est donc le vice-président. Donc ça reste dans l'ordre institutionnel. Simplement, pour les Américains, effectivement, les choses ne changeront pas fondamentalement. Ils sont déjà en négociation avec les Iraniens à Mascate, dans le Sultanat d'Oman. Sur la question justement de la stabilité régionale. Ça fait plusieurs semaines que c'est des négociations qui sont importantes. Et donc, de ce point de vue-là, les Américains ne vont pas considérer que ça sera un game changer, je veux dire, la disparition du président actuel, de feu le président Raisi. En revanche, il y aura sûrement une analyse assez précise des enjeux justement liés à la perspective de la succession après le processus électoral. Ça, certainement. Et donc, les inquiétudes, elles seront plutôt là-dessus, vraisemblablement. On peut noter que la déclaration française, elle ne vient pas de l'Élysée, mais du Quai d'Orsay. Donc, c'est une manière de
minorer les condoléances, entre guillemets, en prenant prétexte qu'il y avait d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères qui était dans l'aéronef, Abdollahian. Donc voilà, donc il y a un ajustement en fonction des pays sur l'importance de la déclaration, à la fois dans la teneur et dans la forme. Michel Duclos, parce que là, effectivement, les condoléances, les mots utilisés en ce moment, lorsqu'il s'agit de l'Iran, comptent. Je pense que la courtoisie existe en diplomatie comme ailleurs. On a vu Josep Borrell, par exemple, là, qui a été repris par un certain nombre de leaders européens. Il ne faut pas blesser inutilement un régime, même si on le déteste, mais on peut avoir besoin de lui. Donc, je pense que les formes sont mises. Il se trouve que je connaissais M. Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères. C'était quelqu'un qui n'était pas négligeable dans le système, parce qu'il avait un certain talent, et puis c'était lui l'interlocuteur du Hamas et du Hezbollah, au moins sur le plan officiel, sur le plan diplomatique. Je l'avais rencontré quand il était en exil, puisque Zarif l'avait mis dehors du ministère des Affaires étrangères, et il était à ce moment-là conseiller diplomatique ou quelque chose comme ça du Parlement. Et alors, on avait eu une discussion plutôt vive sur la Syrie, puisque vous savez, j'avais été ambassadeur en Syrie, je connaissais un peu ce pays, et il me racontait des histoires complètement à dormir debout sur la légalité parfaite de l'intervention iranienne dans ce malheureux pays, et le fait qu'il tenait compte des sentiments du peuple d'Hamas. Donc la conversation s'est un peu échauffée, et à la fin, il me dit, bon, c'est vrai, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous jouons selon les règles de la région. Ce qui était une phrase très... je ne peux pas dire très cynique, parce que c'était du réalisme à l'état la réelle pur. politique, en fait. Mais donc, il était capable, comme ça, de tenir un discours complètement lénifiant. Puis en réalité, c'était quelqu'un qui avait des choses, une vision extraordinairement réaliste. Comme ministre, d'ailleurs, il avait assez bien réussi dans le cadre régional pour rétablir un certain nombre de relations avec les pays de la région. Donc il y a une forme de réelle politique du côté iranien, en tout cas, c'est ce que vous mentionnez, Michel Duclos. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Sophia Amara. Parce que oui, il faut rappeler que le Hamas et le Hezbollah ont rendu hommage, bien sûr, aussi au président iranien et au ministre des Affaires étrangères iranien. Oui, j'ai moi-même interviewé Abdollahian à Beyrouth, qui est redoutable et qui a été aussi dans les rangs des Pasdaran, et qui tout à fait défend cette réelle politique. Et là, ce que je voudrais souligner quand même ici, puisqu'on parlait de l'ONU et des condoléances, c'est assez attristant et même révoltant quand on a beaucoup enquêté sur la question, de voir comment, par exemple, les États-Unis, qui en 2015, vous vous rappelez de mon documentaire sur le Hezbollah, où on a travaillé pendant 2 ans pour montrer que le président américain, Obama, avait court-circuité une enquête de la DEA, pour parvenir à un deal nucléaire avec l'Iran, une enquête qui impliquait le Hezbollah et le trafic de cocaïne, dont des tonnes de cocaïne qui entraient sur le territoire américain. Même chose en France, où beaucoup la France s'est fait chahuter, et donc au Liban, où notre diplomatie a tenté d'imposer un candidat qui était l'allié du Hezbollah, Souleymane Frangieh, lui-même pris en photo de nombreuses fois, et vous parliez de l'attentat de Buenos Aires et de la Ligue juive et du consulat de l'ambassade israélienne à Buenos Aires, eh bien, c'était un des hommes avec qui il était pris en photo et dont aujourd'hui encore il se trouve très fier. Et c'est le candidat que la France a tenté d'imposer. Donc, vous voyez, les Iraniens aujourd'hui sont malmenés parce qu'en fait, ils ont des prétentions balistiques, nucléaires, ils veulent accessoirement libérer la Palestine, ce sera ma dernière phrase, mais ils ne sont pas capables de faire arriver leur président à bon port, et ils mettent 12 heures pour retrouver son corps, et qui plus est, avec un drone turc, alors que même vendent des drones aux Russes pour massacrer les Ukrainiens. Donc à un moment, c'est le retour de manivelle, et l'Iran prouve qu'avec sa capacité de nuisance qui reste pas du tout affaiblie et qui reste à travers les proxys notamment. À travers les proxys, c'est sa capacité de nuisance. Donc à un moment, qu'on ait applaudi ou pas, respecter une minute de silence à l'ONU ou pas, ou envoyer nos condoléances via le Quai d'Orsay ou via l'Élysée, je pense que c'est un détail. Ceci, on n'a pas répondu à votre question, l'impact régional. Évidemment, la sagesse commune, c'est de dire que ça ne va pas avoir d'impact. Ce que disaient les Américains à l'instant. Les leviers sont tenus par d'autres. Il faut évidemment être un tout petit peu plus nuancé, parce que s'ils sont occupés pendant
pendant 50 jours à trouver le bon candidat et à faire voter les gens, ça va quand même un peu distraire les principaux dirigeants. Et puis, ils sont quand même un peu inquiets d'un risque de déstabilisation. Quand on a vu les fourgons des gardiens de la Révolution qui ont été déployés dans les banlieues de Téhéran, on voit bien que le régime est quand même un peu inquiet. Inquiet, bien sûr. Azadekian, sur justement cette transition, est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation plus forte dans la région qui est liée à ce moment de transition ? Je ne le pense pas parce que les décisions régionales, internationales ne sont pas prises ni par le président, ni encore moins par le ministre des Affaires étrangères. Il suffit de regarder qui sont d'ailleurs les ambassadeurs iraniens dans la région. Ce sont tous issus des rangs des gardiens de la Révolution. Les décisions sont prises par Armée Al-Quds, la branche extérieure des gardiens de la Révolution, par les gardiens de la Révolution et par le guide et sa maisonnée. Donc, M. Raïssi ne faisait qu'exécuter aussi des décisions prises par le guide. Il lui était vraiment... il était aux ordres du guide, il n'avait aucune personnalité, raison pour laquelle il était très aussi soutenu d'ailleurs par le guide. Donc là-dessus, je pense que rien ne va changer. Donc il n'y a pas une imprévisibilité peut-être plus forte, non, par exemple. Parce que si M. Amir Abdollahian, par exemple, était en train de discuter avec tel ministre de la région des pays de Golfe Persique ou alors Hezbollah, etc., c'est parce qu'on lui avait demandé de le faire et on sait, c'est le guide, les gardiens, etc. Donc là-dessus, je pense que rien ne va changer. En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura un enturbané qui va succéder à M. Raïssi ou une personne issue carrément des rangs des gardiens de la Révolution ou des renseignements. Et je pense que c'est quelqu'un des gardiens de la Révolution, parce qu'en réalité, ce sont eux. N'était pas Raïssi, c'est pas des mollahs. Non, c'est pas des mollahs qui dirigent l'Iran. Ce sont des gardiens de la Révolution au plan économique, militaire, politique, voire idéologique. Et donc, autant clarifier des choses et mettre quelqu'un issu des rangs des gardiens de la Révolution au pouvoir, moyennant une élection très bien cadrée, etc. Ça changerait la donne que ce soit un gardien de la Révolution qui justement prenne ce type de poste? Ça peut changer la donne par la suite, effectivement. Et raison pour laquelle on voit le clergé très, très inquiet, le clergé chiite, les ayatollahs qui ne se mêlent pas à la politique, mais qui sont absolument très inquiets de la façon dont le pays est géré, puisque vous n'êtes pas sans savoir que, selon tous les sondages effectués en Iran, la religiosité des Iraniens a pris un coup et donc ils ont peur pour l'avenir de l'islam en Iran. Donc voilà, il y aura effectivement des conséquences après ces 50 jours, mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que M. Raïssi prenait des décisions. D'ailleurs, il a nommé, M. Duclos, mais il a nommé les personnes encore plus incompétentes que lui-même dans les postes décisionnaires, d'où la situation désastreuse du pays. Sophia Marin. Oui, et pour le ministre des Affaires étrangères, il a nommé un homme encore plus dur et plus ultra-conservateur que ne l'était l'ancien ministre des Affaires étrangères qui est mort hier, Abdallahian. D'ailleurs, j'ajoute aussi que le ministère, il ne faut pas oublier, le ministère régalien sont décidés par le guide et pas par le président. Le président peut toujours proposer, mais c'est le guide qui dit le dernier mot. Et le guide aussi qui est chef des armées et des militaires. Une dernière réaction sur justement peut-être ce Pasdahan qui pourrait prendre la suite. Donc cette concurrence entre ces Pasdahan et le clergé. C'est plus vraiment une concurrence justement. Aujourd'hui, moins qu'avant. Alors ça clarifierait, comme vous dites, d'où l'intérêt de voir le profil d'une éventuelle candidature. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le guide suprême, au début, autour de lui, il y avait les religieux. Aujourd'hui, il n'y a que des képis. C'est les Pasdaran qui sont omniprésents. Et les gardiens de la Révolution considèrent, à tort ou à raison, que le clergé est devenu un boulet pour le régime, pour la pérennité du régime. Parce qu'il est détesté. Et donc, il y a l'option, probablement, le scénario potentiel d'une dictature militaro-islamique. Justement, qui mettrait de côté le clergé. C'est déjà au pouvoir. Oui, mais de manière plus officielle. Et qui permettrait de pérenniser, selon leurs critères, le régime qui est contesté. Un mot avant de revenir justement sur la société iranienne. Michel Duclos, l'Iran est l'allié de Moscou. La Russie a affirmé avoir, en tout cas, je cite, perdu de véritables amis. Est-ce que, effectivement, cette période de transition pourrait affaiblir le lien entre la Russie et l'Iran ou pas? Non, là aussi... Je ne crois pas, bien sûr.
Mais là aussi, si vous me permettez, je souhaiterais qu'on mette quand même quelques nuances. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président qui gouverne dans ce pays. Mais quand même, les individus comptent, si vous voulez. Et je pense que je constate aussi, comme tout le monde, que les religieux sont sur le retrait depuis des années maintenant. C'est de plus en plus soit les gardiens de la Révolution, soit des proches des gardiens de la Révolution qui décident et qui orientent le pays. Alors, Moscou, dans cette équation, qui était l'un des premiers à il y a une sorte formuler ses condoléances. Une sorte d'étrangeté, si vous voulez, de l'Iran. C'est ce que je dis à chaque fois que je rencontre des interlocuteurs ou des officiels iraniens, c'est que tous les grands pays du Sud global, aujourd'hui, adoptent le multi-alignement sous le modèle de l'Inde. Parce que ces pays ont bien compris que leur intérêt, c'était d'aller dans un camp ou de l'autre en fonction des sujets et de leur intérêt, mais pas de se bloquer dans un seul camp. Or, l'Iran, c'est l'exception. C'est quand même un très grand pays. C'est un pays qui pourrait être relativement prospère s'il n'avait pas subi les conséquences de ses ambitions nucléaires. C'est un pays qui est l'issue d'une vieille civilisation. Donc le fait qu'il soit complètement bloqué dans l'axe Moscou-Pékin, il y a quelque chose un peu étrange sur le plan historique. Quand on dit ça donc, aux Iraniens qui sont dans le système, ils disent mais c'est les autres qui nous rejettent, c'est les Occidentaux qui nous rejettent. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on l'a vu, même maintenant, les Américains cherchent à négocier avec eux. Et puis... Mais ils mettent en avant cet axe de la résistance, pour rebondir oui, Sophia Mara. C'est un prétexte et un levier à la fois, l'axe de la résistance, c'est-à-dire l'axe des pays qui refusent le statu quo, qui refusent le diktat, qui voudraient qu'on a imposé un État israélien et sans possibilité de paix pour les Palestiniens. Sauf qu'ils font tout, sauf de s'occuper des Palestiniens. Et c'est juste un prétexte pour tenir leur population, pour les opprimer, pour les brimer et avoir des proxys. Et comme disait un responsable iranien, c'est l'ouverture vers la Méditerranée. Voilà. C'est le croissant chiite de Téhéran à la banlieue sud de Beyrouth. Là, ce qui est préoccupant avec Moscou, c'est que cette fois-ci, je crois que les Russes ne bloqueront pas l'accès au nucléaire. Oui. Je ne dis pas qu'ils le faciliteront, mais peut-être qu'ils seront amenés à fermer les yeux, alors que jusqu'ici, ils avaient quand même participé à l'effort des 5 puissances nucléaires. Parce que finalement, l'Iran est important dans le soutien de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Oui, mais en même temps, il y a une posture sur l'axe en question de la part de l'Iran, parce qu'il y a une grande méfiance vis-à-vis des Russes, historiquement de toute façon. Il y a le souvenir de l'occupation de la Perse, et vis-à-vis des Chinois aussi. On l'a vu au moment où il y a la réunion sur la question des îles dans le Golfe, des îles des Émirats. Les Chinois ont validé les revendications émiraties, aux grandes dames de Téhéran, qui s'est offusqué justement de la position chinoise en disant mais attendez, mais puisqu'on est alliés, comment se fait-il que... Ils sont offusqués, mais ils n'ont pas pour autant changé. Ils n'ont pas exactement. Et en plus, les Chinois... Là où c'est une posture. Oui, et les Chinois ont réussi quelque chose d'absolument incroyable, c'est de rapprocher les positions entre Téhéran et Riyad, alors que ces deux pays étaient à couteau tiré pendant presque une décennie. Donc, grâce à Pékin, grâce ou à cause de Pékin, eh bien, il y a eu un rapprochement incroyable entre les Iraniens et les Saoudiens. Ce sont des Chinois qui achètent le pétrole iranien, on oublie souvent ça. C'est pas oui, les Russes. mais peu importe la raison, ils ont réussi. Chine est vraiment très important, enfin les relations entre l'Iran et la Chine. C'est surtout l'Arabie saoudite qui voulait faire un pied de nez à Trump et aux Américains, à Biden, parce qu'ils avaient été abandonnés par leur l'Arabie saoudite qui a aussi présenté ses condoléances extrêmement rapidement. Un mot justement sur le nucléaire iranien pour terminer ce que vous disiez, David Rigollet-Rose. Donc il y a des négociations en ce moment ou plus du tout, puisqu'en fait, on est plutôt dans une escalade, on est plutôt dans une décision du côté de l'Iran de posséder la bombe nucléaire. Enfin, en tout cas, Raphaël Grossi, le DG, le directeur général de l'AIEA, lui déplore la restriction de la coopération avec l'Iran. Il dit qu'il est pris en otage, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a 4 centrales nucléaires à Syrie, c'est ça, sur le détroit d'Ormuz. Donc là, on sait que Raïssi était plutôt très dur. Enfin, il suivait cette ligne, probablement celle de Khamenei. C'est le guide qui fixe la ligne, de toute façon, sur le nucléaire. Donc, c'est lui qui décide en dernier ressort. Il y a une stratégie au long cours de la part de l'Iran qui est non pas de fabriquer la bombe, mais d'être une puissance du seuil.
C'est-à-dire qu'en étant une puissance du seuil, l'Iran est en soi déjà dans une logique de dissuasion. Et d'où l'évolution du discours récent de certains hommes politiques qui évoquaient le fait que s'il y avait une agression extérieure, notamment israélienne, etc., ça pourrait justifier de revenir sur justement la non-décision de fabriquer la bombe. Et donc là, c'est un message aux Américains. Parce que justement, la logique de la dissuasion, c'est on ne fait pas la bombe, donc on ne peut pas être attaqué. Si on est attaqué, on fera la bombe. Et là, on retrouve évidemment les discussions avec les Américains qui ont très bien compris le problème, et d'où les discussions à Mascate sur cette question en particulier, qui est centrale pour la stabilité régionale. Pourquoi ? Parce qu'à côté, il y a l'Arabie Saoudite qui peut aussi avoir des velléités et qui négocie avec les Américains une filière de nucléaire civil. Donc tout est lié. Hein, je veux dire, donc on est quand même plutôt dans une escalade sur le nucléaire. Sur le nucléaire. Ben, escalade, non. En fait, c'est leur façon de faire. Les Iraniens ont toujours essayé de jouer sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont toujours souhaité parvenir au seuil du nucléaire. C'est acquis, c'est fait. Ouais. Mais de là à franchir le pas, aller vers la fabrication d'une bombe nucléaire, non, parce qu'il y aura aussi des retombées négatives pour le régime et pour le déséquilibre. Si ça ne pourrait pas leur donner au contraire le statut de puissance, c'est pas ça ce qu'ils recherchent. Puissance, mais les Russes, moi je suis en désaccord avec M. Duclos là-dessus, c'est-à-dire que la Russie jusque-là n'a jamais donné son accord pour que l'Iran puisse acquérir l'arme nucléaire, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, tout à coup, les Russes seraient d'accord. Non, je pense néanmoins, les Iraniens sont en train de dire nous avons la capacité, s'il le faut, de changer notre stratégie. Ils n'ont pas dit on va fabriquer une bombe, mais de changer notre stratégie. Bon, sous-entendu qu'on a la capacité de fabriquer une bombe. Tout ça, c'est des menaces proférées à l'encontre des États-Unis et d'Israël qui menaçaient d'attaquer les centrales nucléaires iraniennes, ne l'oublions pas. Donc tout ça, il faut le comprendre dans le cadre de ces discours de menaces réelles ou d'hostilité rhétorique. Un dernier mot, parce qu'il nous reste 2 minutes, et j'aimerais juste parler de la société iranienne. Azadekian, il était très connu, on l'appelait le bourreau de Téhéran, c'est ça, Raïssi. Donc il incarnait la répression depuis, d'ailleurs, pas seulement depuis la mort de Mahsa Amini, mais depuis 1988. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'on va continuer ? La répression, ça va être de plus en plus dur ou pas ? À mon avis, oui. Pourquoi ? Parce que ce régime a perdu toute sa popularité. On sait qu'il y a une infime minorité de la population iranienne qui continue à soutenir ce régime pour des raisons surtout économiques ou idéologiques, etc. Et donc, pour se maintenir au pouvoir, ils vont davantage resserrer les taux au sein de la société civile, autour de la société civile iranienne, donc moyennant la répression d'une part, et en alimentant leur groupe de proxy dans la région pour asseoir leur autorité aussi dans la région et faire pression aussi sur les autres pays de la région et les États-Unis et Israël, etc. Donc, effectivement, malheureusement, il faut s'attendre au durcissement de la répression qui est déjà extrêmement dur, effectivement. 500 civils tués, on parle de la condamnation à mort, bien sûr, du rappeur Toumaj Salehi, 8 pendus, enfin, vraiment une répression difficile. Et il y a des militants et des militantes des droits humains et des droits des femmes qui continuent à être emprisonnés. Et d'ailleurs, un grand cinéaste iranien a dû quitter l'Iran en clandestinité, puisque condamné à 8 années de prison, juste pour avoir fait un film. Merci beaucoup Azadekian, merci Michel Duclos, merci beaucoup David Rigoulet-Rose, merci Sophia Amara, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux ainsi qu'en podcast. À demain.